Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Salut tout le monde et bienvenue à cet avant-dernier podcast de la saison de Game Over. Man, que le temps passe vite, puis en même temps, c'est tellement une période excitante de l'année, l'automne, évidemment, les séries. Au moment où on se parle, au moment où on tourne, l'image est claire du côté de l'américaine, mais là, on est trois. Si vous nous voyez, ceux qui nous regardent, présentement, on tourne lundi après-midi, il est 14h. Fait que si vous nous voyez faire ça, c'est parce que chacun notre bord, on regarde nos TV, voir qu'est-ce qui se passe entre les Braves et les Mets. On attend évidemment le résultat du programme 2 pour savoir qui va participer aux séries du côté de la nationale, qui va, en fait, conclure, en fait, les derniers participants pour passer à la prochaine étape. Comment ça va, monsieur? Ça va bien, Mac? Ben, écoutez, évidemment, Roger toujours bien habillé, évidemment, Eric avec la classe. Et moi, je suis fier de porter probablement le T-shirt d'un des clubs écoles avec le nom le plus original, les Rumble Ponies, le 2A des Mets de Binghamton. Honnêtement, c'est assez dur à battre. Ça, pour les Flying Squirrels, les écureuils volants de Richmond. Moi, j'adore, c'est pour ça que j'adore les ligues à me déplacer dans les clubs écoles, juste pour, man, c'est vraiment... Rumble Ponies, come on, foot. Quand tu joues pour cette équipe-là, t'es motivé à avancer ta carrière pour ne plus être un Rumble Pony. Hey, on a tellement de sujets abordés. Évidemment, écoutez, on va parler forcément des séries. Évidemment, puisque comme on l'a dit, on regarde un peu à côté de l'écran, voir ce qui se passe. Une brève prédiction sur ce qui va se passer cet après-midi entre les Braves et les Mets. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on n'a pas trouvé de solution samedi pendant l'ouragan? On aurait peut-être pu déplacer le programme double ailleurs, dans un site neutre, parce que là, aujourd'hui, peu importe qui c'est qui se qualifie, que ce soit un ou des deux équipes, il y en a un des deux qui s'en va vers la Côte-Ouest se rejoindre les Padres demain. Là. Ben écoute, c'est sûr que c'est facile de dire on a dû changer de place, mais c'est pour ça qu'il y a une journée de congé aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui est le fun. 162 games, on a besoin de toutes les games au complet, de voir c'est qui va se rendre dans les playoffs. Puis moi, écoute, j'aimerais ça voir les Mets parce que veux pas, qu'est-ce qui est arrivé dans les 10-12 dernières années avec les Mets, ce qui se passe avec ça. Je pense qu'ils méritent un peu. Mais non, je pense que c'est correct. On a des journées de congé, une raison pour qu'on ait des journées de congé. Puis les faire jouer à la maison, je pense que c'est plus facile comme ça. Plutôt Roger? Moi, changer de site, non, je ne crois pas à ça. Ça fait partie du jeu. Tu t'en allais n'importe où, es-tu assuré qu'on va jouer dans une place qui va faire beau, sauf c'est sur un toit? Et là, tu vas dans un parc, quand tu vas aller, toi et toi? Tu vas-tu aller à Toronto? Tu vas-tu aller où? Vas-tu aller à Houston? Où tu vas aller? Bon, écoute, de toute façon, présentement, le baseball majeur improvise avec, évidemment, sa cédule et ses endroits. T'sais, si les As s'en vont à Sacramento, il aurait pu jouer dans un parc de 2A ou de 3A quelque part, pas loin en Georgie. Pas en Georgie, mais un peu plus loin de l'ouragan. En tout cas, hâte de voir ce qui se passe. Présentement, c'est 2-0 pour les Braves, le premier match. Donc, à suivre. J'aimerais ça qu'on fasse un tour, parce que là, à la veille des séries, la saison se termine tantôt. On va faire un petit tour. Évidemment, ça a été une année excitante. On le savait. C'est un sport qui nous passionne. C'est pas pour rien. On va y aller avec peut-être des déceptions, juste pour commencer un peu, de l'année. Autant dans les équipes que certains joueurs. Pour qu'après ça, on puisse parler, évidemment, des surprises et des belles histoires qui sont finies sur une note positive. Je vais commencer, je vais lancer le bal. Moi, si je vais du côté des équipes de la Ligue nationale, c'est pas vraiment de déception, mais on peut peut-être dire une régression de la part des Reds de Cincinnati. C'est vraiment une équipe. En fait, j'allais dire vraiment la Ligue nationale, la division centrale de la Ligue nationale, à part évidemment des Brewers. Une régression un peu partout. Les Pirates, on n'est jamais surpris. Je m'attendais plus des Cards, je m'attendais plus des Cubs. Cincinnati, je pensais allait évidemment être en course. Beaucoup les avaient pris comme premiers. Moi, de mon côté, de la Ligue nationale, c'est les Reds pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, écoute, je pense que c'est les Reds. J'ai jamais été vraiment aimé cette équipe-là. J'ai pas vraiment de direction. C'est pas exactement où ils s'en vont à chaque année. Fait que, je pense que les Reds, j'avoue un peu, c'est de valeur. Mais moi, dans le fond, c'est Texas Rangers. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée? Puis qu'est-ce qui se passe cette année avec les blessures? Je comprends les blessures, mais toutes les équipes sont blessées. Fait que pour moi, la plus grosse déception en tant qu'équipe, c'est vraiment les Rangers du Texas. Mais écoute, il y a tellement de belles surprises cette année. On regarde encore, on parle des Mets qui vont peut-être revenir. On parle de Diamondbacks qui vont être encore là. Puis moi, les Diamondbacks, je ne suis pas encore un acheteur pour les Diamondbacks. C'est le fun de les voir dans les playoffs. Mais dans la division qui joue, c'est vraiment une belle surprise. Mais je pense que les Rangers, avec l'argent qu'ils ont dépensé les 2-3 dernières années, les 4 dernières années, dans le fond, avec le nouveau stade,
C'est un petit peu décevant de les voir qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables d'accomplir dans cette division-là, avec Oakland, avec les Angels. Pour moi, la plus grosse déception, c'est les Rangers. Moi, j'en ai 2 déceptions. Une que vous allez dire, je suis malade, c'est pas grave. Regardez pour la deuxième. Mais Seattle. Je pensais que Seattle était pour gagner. Le meilleur deuxième. Et ça, dans cette division aussi. Ils ont eu tellement un mauvais début de saison et ça a pris du temps avant de faire un changement de gérant. Là, ce qu'on a fait de gérant, on l'a changé pour amener Wilson. L'équipe s'y met à gagner. Tu disais, on est si proche, pourquoi? Parce qu'on a attendu trop longtemps. Mon autre déception, tombée par terre, c'est les Dodgers. Je pensais que les Dodgers étaient prêts plus. J'attendais à voir. Les Dodgers, cette année, c'est grâce à Ohtani. L'UTT d'Ohtani, cette équipe-là ne gagne pas. Et c'est ça que je trouve le mal. Ils ont été excitants, par contre. Mais si je regarde leur lanceur, c'est décevant. Tout est commentaire. Il y en a aussi du baseball. Oui, mais en même temps, c'est décevant. On savait que Kershaw, c'était vraiment, on ne savait pas à quoi s'attendre. On sait que à chaque année, depuis quelques années, c'est jamais une saison complète. Je veux dire, en partant aussi, on a blessure par-dessus blessure. On est en train d'épuiser la relève. Quand je dis la relève, je parle évidemment des prospects, comme on dit, qui arrivent du 2A, du 3A, pas forcément préparés. Il y a eu des belles surprises comme le jeune Stone à travers ça, on va dire quand même. Mais tu as raison, Roger, je pense que ça, Ohtani, c'est quand même une équipe de série, mais c'est peut-être que les Padres les auraient justement déclassés comme premier de la division. Là. Non, c'est dur de dire. C'est dur de dire que les Dodgers, c'est décevant un petit peu comme saison, avec le roster qu'ils ont, avec le talent qu'ils ont. C'est les lanceurs. Écoute, quand tu es capable d'avoir des lanceurs, des mineurs comme qu'ils ont, quand même, comme tu dis, de Stone, les joueurs de la relève qui arrive tranquillement pas vite, mais à un moment donné, tu en manques de relève. À un moment donné, il faut que tu commences à avoir plus de joueurs qui s'en viennent parce que veut pas, là, avec les Kershaw, Buehler qui était blessé quasiment toute l'année, il a la misère un petit peu. Il y a beaucoup Trevor May, on pensait que May allait peut-être être troisième partant très efficace. Il revient d'une longue blessure, bang, il se reblesse à nouveau. Fait que... Exactement. Mais c'est souvent ça qui arrive avec les blessures. C'est peut-être pas la même blessure, mais veux pas, tu reviens, tu t'occupes de ton bras ou tu as n'importe quoi qui est blessé, il y a quelque chose d'autre qui casse. C'est ça qui arrive quand tu lances. Mais écoute, ça fait partie de la game. On regarde toutes les autres équipes. Beaucoup de joueurs sont blessés. C'est pas nouveau. C'est juste qu'on parle des Dodgers. Moi, j'aurais pensé au-dessus de 100 victoires facilement. Mais écoute, il y a les blessures. Écoute, on regarde, c'est tellement le fun de voir Showtime jouer avec Freeman, avec Mookie Betts, toute la gang qu'on a amené là avec l'argent qu'on a dépensé. Il devrait être vraiment dominant, mais j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les playoffs parce que veux pas, tu as besoin de partant, tu as besoin de relève. Fait que, s'ils gagnent la série mondiale, tout le monde va oublier. Exactement, c'est ça, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Parce que si tu regardes partant et releveur, pour les séries, c'est pas encourageant. Ils n'ont pas cette force-là. Non, puis même qu'on va parler tantôt, parce qu'évidemment, on va finir le podcast plus tard avec le segment de Bet365, avec évidemment les cotes pour les gagnants de la Série mondiale. Et je ne veux pas qu'on brûle le sujet tout de suite, mais il y a quand même 3 équipes qui me viennent rapidement en tête, qui s'en vont, qui débutent les séries sans un lanceur, un closer, comme on dit. Un game over, Éric. Très clair. Puis honnêtement, je dis comment tu peux rentrer dans une série en ne sachant pas qui va fermer la 9e manche. Et du côté des Dodgers, c'est peut-être celle qui a le moins de pression parce qu'il y a tellement de profondeur un peu à gauche et à droite, surtout du côté offensif. Fait que donc, là-dessus, on n'est pas inquiet. Mais je vais revenir de 2 secondes, Roger, sur ce que tu as dit à propos des Mariners. Et je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, on dirait qu'on n'est jamais surpris des Mariners. On dirait que c'est une continuation de la tradition. Mais de finir à un match Parce qu'on a mal géré la situation. On a mal. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses un changement de gérant. La journée que tu décides, c'est aujourd'hui. Attends pas demain, parce que si tu perds demain, c'est ce match-là qui va faire la différence. Et c'était ça le grand. Je reprends les Expos en 81, quand ils ont changé de gérant, ils ont mis Jim Fanning. Ce n'était pas nécessairement le meilleur gérant, mais pour l'équipe, c'était bon. Et ça les a permis de gagner. Si ton changement de gérant, il faut que tu le fasses au bon moment. L'année passée, les Phillies ont dit c'est assez. On a mis le Canadien Johnson, puis ça a fonctionné. Il y a plus longtemps que tu attends, pire que c'est. Mais Éric, moi, je vais te poser la question, justement, quand il y a un changement de gérant en pleine saison, c'est jamais pareil pour tout le monde, mais je veux dire, si on essaie de voir la période d'adaptation pour tout le monde, je veux dire, est-ce que souvent c'est un impact rapidement ou c'est vraiment comme 2 chiens dans un parc, il faut que tu te sentes un peu avant de prendre ton envol? Ça dépend énormément de la relation par rapport aux joueurs et aux coachs. Puis on parle d'un gars comme Terry Francona qu'il avait avec Dustin Pedroia, avec tous ces joueurs. Tu enlèves un coach comme Terry Francona de cette équipe-là, tu manques beaucoup par rapport à la relation, des choses comme ça. Mais veux pas, c'est un message que tu envoies aux joueurs. Hey, faites votre job.
Puis souvent, ça l'aide énormément. Ça réveille le monde un peu. Ça dit, OK, gars, là, vous n'êtes pas safe. Il n'y a pas personne qui est safe. Le coach est parti. Fait que c'est sûr que tu fasses tes moves, mais intérieurement, moi je ne suis pas un fan de changer les managers à chaque 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je pense que le GM devrait être attaché avec le coach. Mais ça, veut pas. C'est les décisions qui se font prendre demain parce que c'est trop facile de mettre un coach qui fait 5, 6, 700 000 dehors. Ben, j'avoue que tu as besoin de le faire. Comme Roder disait, le plus tôt que tu le fais, mieux c'est parce que tu as plus de temps de t'adapter au style de coaching que le coach va avoir. Mais souvent, ben, qu'est-ce qui arrive dans ces échanges, pas ces échanges, mais dans ces changements de coach qui arrivent pendant la saison, c'est toujours des joueurs ou des coachs qui étaient déjà là dans l'équipe. Soit que ce soit un bench coach, que ce soit un joueur de 3. Fait que veux pas. C'est pas que tu amènerais un joueur, un coach qui n'était pas là du tout, qui n'avait pas les joueurs. Ça, c'est différent un petit peu, mais c'est tout le temps des coachs intérims qui appellent. Fait que pour moi, c'est pas énormément. C'est plus un message qu'on envoie aux joueurs de se réveiller un peu du front office. Regarde les Dodgers, j'étais là assez longtemps. Les Dodgers, pendant 43 ans, ils ont eu 2 gérants. 43 ans. Il y a eu Walter Alston, ensuite ça, Tommy Lasorda. Si tu regardes ces années-là, Lasorda n'a pas gagné beaucoup de séries mondiales, mais son équipe était toujours là. Alston n'a pas gagné beaucoup de séries mondiales, mais leurs équipes étaient toujours là. Là, soudainement, Lasorda part. Et là, c'était la balade de quoi? Des différents gérants. Il y en a-tu des gérants qui ont passé en si peu de temps? Et là, on a la stabilité, c'est qui? C'est Roberts. On ne gagne pas beaucoup de séries mondiales, mais on est là. Une série mondiale, ce n'est pas parce que tu as une bonne équipe. Il faut que tu aies toutes en même temps, surtout les blessures. Mais les Dodgers, depuis que Roberts est là, c'est une longue période de temps. L'équipe a du succès. Mais dans le fond, je suis d'accord avec le point à Eric. On parle de série mondiale tout le temps, mais tu sais, série mondiale, c'était la fin. Tu sais, en même temps, un coach, la job d'un manager, c'est de mettre la position des joueurs, la meilleure position du succès. C'est la même chose. Là. À chaque année, si tu as le temps, la chance d'être en première place, tu as fait ta job en tant que GM. Tu arrives dans les playoffs et c'est plus le front office. Ils t'ont donné les outils que tu as besoin, que ce soit des 2-3 lanceurs partants, un releveur, puis un bon 4-5 joueurs noyaux qui sont capables de courir, de frapper, de jouer la game comme du monde. Tu sais, c'est le même que tu gagnes les playoffs. Tu veux dire, on ne peut pas comparer un joueur, un coach qui va se rendre dans les majeurs. C'est tellement difficile, se rendre dans la série mondiale, c'est tellement difficile de gagner une série mondiale. Tu sais, c'est dur de dire, gars, la dernière fois qu'une équipe a gagné 2 séries mondiales en ligne, c'était Toronto, je pense. Tu sais, tu ne peux pas vraiment gager ça là-dessus. Le succès, moi, je regarderais plus les joueurs. Ils répondent dessus à ce que Dave Roberts dit. La même affaire que Francona. Ça, c'est des joueurs, des coachs qui sont vraiment proches avec les joueurs. Quand tu fais un changement, il faut vraiment avoir quelqu'un qui connaît ses joueurs parce que veut pas, c'est une relation que tu as besoin de nourrir aussi. Oui, surtout comme tu dis en pleine saison. Puis moi, j'essaie de me dire qu'en général, lorsque peu importe le gérant, on sait, c'est très connu, on résume ça de façon très facile, mais il y a un tiers de gens. Max, moi, vous avez perdu, j'entends pas rien. Mais c'est Max qui a fermé son micro. Max, c'était le meilleur segment que tu as fait depuis le début de cette émission. Ben oui, ça a coupé où aussi? Ça a coupé au début. Ça a l'air bon, hein? Vraiment désolé. C'est ton meilleur segment. Tu bougeais bien, c'est parfait. Ouais, là, écoute, là, je suis rendu en mime, mais bon. C'est réellement bon. Félicitations, Max. Merci. Non, mais je disais, en général, on sait que c'est un classique. Je vais recommencer. En général, c'est un classique. On sait qu'il y a un tiers des joueurs qui sont des fans du coach. Il y en a un tiers qui ne l'aiment pas ou peu importe, qui n'ont pas une bonne relation avec. Puis tu as ceux qui sont poignés entre les deux. Fait que quand tu as un changement en plein milieu de la saison, Eric, c'est quoi un peu l'ambiance dans le vestiaire? Parce que tu as des boudeux, tu as des contents. Comment ça te gère? C'est là que les vétérans, j'imagine, prennent leur place puis te placent l'ordre un peu dans l'ambiance. Je pense, avant que tu fasses un move, tu vas partir tes joueurs. Il y a tout le temps des conversations qui vont se passer, soit que ce soit avec les propriétaires, avec le GM, avec le président de l'équipe. Il y a toujours des conversations qui vont se passer, que ce soit à court terme, à long terme. C'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain, encore on change de coach. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est sûr que depuis le début de la saison, OK, mettons que tu vois la façon que les joueurs répondent à son coach, la façon qu'ils répondent dans les médias, la façon que il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis aussi pour le futur, les joueurs, qu'est-ce qu'eux autres ils veulent. Fait que c'est sûr, en tant que joueur, le changement, ça ne nous affecte pas vraiment, je pourrais dire, à moins que, comme je disais, par rapport avec un gars comme Pedroia puis avec Francona, c'est différent un petit peu. Puis je pense que Dave Roberts, c'est la même affaire que ses joueurs. Il y a beaucoup de bonnes relations.
Mais c'est sûr que ça change un petit peu par rapport à dire, OK, réveillez-vous un peu. On a beaucoup d'attentes ici, par exemple, à Toronto, s'il y aurait fait un changement ou quand ils vont faire des changements, c'est quoi qui va arriver? Pourquoi ils font les changements? Puis ils vont-tu parler aux joueurs? C'est quoi que les joueurs ils veulent? Tu sais, pour moi, je vois pas ça. C'est plus pour les médias, dans le fond, je pense, que d'autre chose. Et avant qu'on ait du côté des belles surprises, je pense qu'on n'a pas le choix quand même parce que, tu sais, bon, dans les déceptions, on aurait pu facilement parler des White Sox, des Marlins, qu'on a assez parlé cette année. On a aussi parlé beaucoup des Blue Jays, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un tour. À quoi on peut s'attendre du côté des Blue Jays? Je veux dire, à part Vlad, il y a eu beaucoup de mouvements. Si on parle de déception, je pense que Bichette, la saison de Bichette n'a vraiment pas aidé l'équipe non plus. Roger, toi, qui as vécu comment ça brasse dans un deuxième étage, qu'est-ce que tu penses qui se passe du côté de Toronto présentement? Il regarde les budgets. Il regarde les budgets, combien d'argent qu'on a pour l'an prochain. Combien d'argent qu'on a dépensé pour les rénovations du stade. Si on regarde cette année, même Bassett a mentionné, on a dépensé beaucoup sur les rénovations du stade, on a dépensé beaucoup sur la rumeur d'Otani, mais on n'a pas dépensé sur les joueurs. Et c'est là maintenant, on fait quoi exactement? Est-ce qu'on veut juste arriver puis à la fin d'année, ça ne coûte pas trop cher ou on veut gagner? Si on veut gagner, on a 4 changements à faire. Si on veut juste maintenir là, on va faire de l'argent. La première grosse chose qu'on va faire dans les prochaines 3 semaines, c'est de signer Guerrero. Mais si je suis l'agent de Guerrero, je vous dis, venez me voir au mois de décembre. Une fois qu'il y a un gars qui s'appelle Soto qui a signé. Et pourquoi je mentionne ça? Et Soto. Mm-hmm. Attends une minute, là. C'est incroyable ce que je vais vous dire là. Je vais l'ajouter l'année prochaine parce qu'il va être le même nombre de saisons que Soto va être disputé. Il va avoir les mêmes chiffres que Soto. Guerrero. À peine 5 ou 10 points de produits de différence. Les gars. Combien il va avoir Soto? 500 millions? 400 millions? Ouais, 420? il cherche 50. 50 Fait que Vlad, c'est un gars de 30, 40, 50 sur une base. Mais c'est là. L'erreur qu'ils ont faite, malheureusement, je ne comprends pas encore une fois. Shapiro vient d'une organisation qui s'appelait les Indiens Cleveland, que tu as connu quand tu jouais, Eric. Et on a tous signé les jeunes joueurs rapidement. Ça veut dire qu'ils ont gagné pendant 7 ans, puis après ça, ils ont pu gagner pour longtemps. Les Jays avaient cette chance de le faire. Les Expos avaient la chance de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Là, tu prends Guerrero, lui, là, quand la saison qu'il vient de connaître, c'est toute une saison. Là. Défensivement, c'était brillant parce que c'était mal parti, mais est-ce qu'ils vont être capables de se le permettre ou bien encore on va entendre des rumeurs? Tu penses qu'ils vont signer vraiment à long terme? Ils vont comparer le contrat de Soto, ils vont dire on ne peut pas se permettre ça, on va lui donner 2 saisons, 1 saison, whatever, puis on verra si on ne l'échange pas. Mais en arbitrage, ça va être 30 millions. Là. Ah, plus que ça. Un an, ça en va là. Eric, tu as vécu, c'est quoi l'arbitrage dans le baseball? Moi, je pense qu'il va y avoir 40 millions d'après moi par année par rapport à l'arbitrage. Puis, écoute, ils vont-tu signer pour quoi? Écoute, tu as besoin de donner, tu as besoin de montrer. Moi, si je m'appelle Guerrero. Tu as besoin de montrer aux fans, OK, c'est notre joueur. OK, tu n'as pas le choix. À un moment donné, il faut te dire, gars, c'est bien beau, là. OK, Toronto, ils ont tellement un bon fanbase. Ils se présentent toujours. L'atmosphère est incroyable. Ils ont fait des rénovations parfaites par rapport au stade. Là, il faut que tu gagnes. À un moment donné, il faut que tu gagnes. Ça ne veut pas dire que tu gagnes l'année prochaine ou l'année d'après, mais il faut que tu te dises, gars, ça, c'est notre mais gagner, Eric. Vas-y. Tu l'as dit tout à l'heure, gagner, ce n'est pas la série mondiale. C'est rentrer jusqu'à l'avant-dernier match de la saison. Tu sais, Seattle n'a pas gagné, mais quelle saison? Donner des belles Arizona n'a pas gagné, mais quelle saison? Exactement, des belles mémoires aux fans. Tu sais, OK, on a une chance de gagner cette année. Comme on regarde les Mets, là, on regarde les Mets et les Braves, c'est ça qui est le fun. Avoir la chance de pouvoir gagner, c'est ça qui est le fun. Ouais, je pense que c'est ça un petit peu la job de Blue Jays. C'est quoi qu'on a besoin? Puis être capable de communiquer aux fans. Je pense que les Canadiens de Montréal, qui est un gros marché, ils commencent à communiquer. OK, ils n'ont pas le choix. À un moment donné, sinon, on va se faire taper dessus. Là. Mais tu sais, veut pas, Toronto, c'est la même affaire. Ils ont besoin de gars. C'est ça notre plan. C'est ça les joueurs. C'est ça qu'on pense. On essaie de dépenser de l'argent. On ne peut pas dire que les Blue Jays n'essayent pas. Là. Ils dépensent d'argent. C'est juste ça. Okay, marché, là. Ouais. Mais pas 2 secondes. Mais moi, je pense que même s'ils dépensent de l'argent, puis encore là, je vais vous entendre, mais c'est dessus. J'ai l'impression que c'est pas un plan très clair. Je ne suis pas en train de dire que le bouton panique est à 5. Mais honnêtement, je ne dirais pas que c'est rouge foncé, mais en tout cas, c'est orange foncé du côté de Toronto, selon moi. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être besoin d'être dépensé. C'est ça l'affaire. C'est quoi le plan dans 5 ans? C'est quoi qui va arriver dans 3, 4, 5 ans? C'est quoi qu'on pense? Ils veulent-tu gagner une série mondiale d'ici 5 ans? Ils veulent-tu gagner une série mondiale avec Guerrero? Moi, je pense que Guerrero, c'est le plus gros joueur qui a été au Canada depuis Larry Walker.
il n'y a pas vraiment grand monde qui va être aussi bon. Lui, ce joueur-là, c'est un joueur de concession. C'est un joueur qui va amener tous les Canadiens qui étaient à Montréal. Tu sais, veut pas. Il faut pas t'oublier ça. Là, l'attachement des fans avec les joueurs, c'est énorme. Moi, je n'ai pas le choix. Si, mettons, je suis un GM, je vais signer Guerrero, je vais lui parler, je vais lui demander c'est quoi qu'il a besoin, c'est quoi qu'il veut. Fais-les sentir vraiment à la maison. Donne-lui pas des responsabilités, mais demande-lui c'est quoi qu'on a besoin. Il va le savoir. Là. Il va lui en parler. Tu sais, le faire sentir qu'il a besoin d'être dans l'équipe. Je pense que ça va être énorme. Communiquer ça aux fans un peu aussi. Mais c'est aussi l'encadrer parce que présentement, c'est la seule vedette à Toronto. Mm-hmm. Mais tu as des bons lanceurs. Tu as des bons lanceurs. Ouais. 4 bons lanceurs partant. Tu regardes, c'est 4 bons lanceurs partant qui font le travail. Mais si tu regardes autour, si moi je vais attirer un Éric Gagné, ça venait chez nous, comme exemple. Okay? Éric devient joueur autonome. Il faut que je garde Guerrero. Il faut que je garde Bichette. Il faut que je garde le monde autour. Si je laisse partir Guerrero et Bichette, le gars dit excuse-moi, l'avion n'arrête pas. Alors, tu dois stabiliser ton équipe et rapidement. Rappelez-vous quand ils sont arrivés dans le gang de suspects, tout le monde dansait. Et moi, je laisse des suspects. Tout le monde dit Roger, arrête donc, c'est des prospects. Des suspects. Ils sont où tous ces joueurs-là? C'est tous des suspects. Il n'y en a pas un que l'année prochaine, tu vas dire, va amorcer la saison avec l'équipe. Pas un. Mais la première semaine, comme tout le monde, quand tu arrives dans le baseball majeur, la première semaine, attache-toi et tu y vas. Ben, on a parlé au début de la saison, mais moi, je pense qu'une des erreurs qu'ils ont commises pendant la saison morte l'année passée, c'est de laisser Mark Chapman. Non, c'était l'erreur avant ça. Avant ça. Tu ne peux pas laisser partir un receveur de 15 ans de carrière. C'était tellement on est d'accord, mais Chapman, ça fait mal parce que Chapman a fait une différence dans le vestiaire cette année. Je pense que quand tu as laissé partir Moreno, c'est la pire chose que tu as faite pendant longtemps. Ça fait penser qu'à des belles surprises parce qu'il y a quand même des belles histoires à travers tout ça aussi cette année. Oui. Man, quelle saison extraordinaire. On a vu surtout une fin de saison assez excitante du côté de Détroit qu'on n'a pas vu venir. On en a parlé la semaine passée. Roger, quand tu m'as évidemment rappelé que Flaherty avait été échangé aux Dodgers et que ça a été pas mal la seule transaction du côté des Tigers. En retour, ils n'ont eu aucun joueur qui a un impact présentement sur leur belle lancée. Il y avait même il y avait des rumeurs que Screwball allait être échangé. On est-tu content qu'il soit resté du côté de Détroit? En tout cas, dans le vestiaire, ça, c'est clair. Belle surprise. Moi, je sais pas, des Tigers dans les séries, je trouve ça excitant. Puis je trouve ça. Ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, le gérant, le directeur gérant, en fait, pas le gérant, mais le directeur gérant, envoie un message à l'équipe qu'on est des vendeurs. On essaie de se replacer. C'est peut-être pas cette année que ça se passe. Et clairement, il s'est passé quelque chose dans ce vestiaire-là. Parce que, tu sais, honnêtement, tu avais des Torkelson qui, évidemment, n'avaient pas été à la hauteur, mais tu as eu des belles surprises comme Keith au deuxième but. Tu as des joueurs comme Veerling qu'on n'a pas vu qui sortaient de nulle part, qui n'ont pas eu des statistiques extraordinaires, mais qui ont été clés au bon moment. Carpenter qui est revenu, je pense que Kerry Carpenter est probablement un des joueurs les plus sous-estimés du baseball majeur. Moi, je pense qu'il a fait une énorme différence pour cette équipe-là quand il est revenu de sa blessure. En tout cas, moi, du côté, je pense... La grande différence, la grande différence, il y avait une profondeur qui a fonctionné. La profondeur, mais c'était tous les premiers choix de pêchage, cette profondeur-là. Puis là, ils ont dit, savez-vous quoi, là? On prend une chance. Puis là, tu amènes Job en fin d'année, il arrive en relève, il donne une grosse performance, puis ensuite, c'est comme partant. Mais des joueurs que tu as nommés là, c'est tous des joueurs qu'en début de saison n'étaient pas là. Les jeunes joueurs ont produit. Quand les Dodgers, pourquoi ils sont là aujourd'hui? Tu as mentionné tout à l'heure, leurs jeunes lanceurs qui sont arrivés des mineurs, c'est eux autres qui ont sauvé l'équipe. Mais c'est toujours comme ça. C'est pas compliqué. Là. Les joueurs étoiles, ils vont toujours faire leur job. Les joueurs de sport, on a parlé souvent, les joueurs de sport, les joueurs de bench, puis les jeunes. Je pense que la grosse différence à Détroit, ils disent, regarde, on a de la confiance aux joueurs, la même affaire qu'on fait à Baltimore. Je pense que c'est ça une grosse surprise que j'ai eue. Tu sais, Baltimore, la façon qu'ils ont répondu, c'est bien beau avoir une année qui était chanceux, ça arrive, tout va bien, tout va être parfait. Mais je pense que ce qui arrive à Détroit, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Baltimore. Ils sont patients, ils ont la chance d'être patients parce que le marché qui joue. Mais aussi, je pense qu'ils construisent une belle fondation, qu'on appelle. Là. Je pense que c'est ça qui va arriver. Ils ont confiance, ils ont montré aux joueurs, on n'échange pas personne, on ne panique pas, on reste sur le même plan qu'on a besoin. C'est tranquillement, pas vite de construire, on va rajouter un petit peu, mais on ne sacrifiera jamais le futur. C'est ça qu'on fait. Puis je pense que les jeunes joueurs répondent. Quand tu joues des majeurs, tous les jeunes à 22, 23, 24 ans, ils ont tellement d'énergie. Ils veulent tous être là. Ils veulent tous prouver qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ils veulent être des majeurs. C'est leur rêve qu'ils réalisent. Là. Fait que veux pas. Quand tu leur montres, tu as confiance en eux autres, ils vont réagir. C'est sûr que ça va peut-être pas l'année prochaine, ça va peut-être un complément différent la saison. Mais je pense que oui. Écoute, qu'est-ce qui se passe cette année, c'est le fun. Puis je pense que dans les playoffs, je pense qu'ils vont battre Houston. Je
pense qu'ils vont battre Houston. Puis tranquillement, pas vite, les jeunes, c'est le fun d'avoir des jeunes parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe des fois. Tu sais, ils ne pensent pas vraiment à la pression, ça leur passe pas au-dessus de la tête. Ils pensent qu'ils sont encore meilleurs qu'ils sont. Tu sais, ils ont joué 162 games des majeurs, ils sont capables de descendre les playoffs. Il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. Ils n'ont rien à perdre. Je pense qu'il va être le fun à regarder parce qu'ils le méritent. Puis Détroit, la ville de Détroit le mérite. Je pense que c'est le fun de voir ça. Puis, c'est gros ce que tu viens de dire, là, de les battre les Astros avec toute l'expérience qu'ils ont. Parce que, tu sais, vous performez. Tu sais, joueur pour joueur, je pense que ça, c'est cool. On ne fait pas nos pics de suite, mais on va t'assommer tout à l'heure, mon Max. OK, non, mais moi, je suis avec cette on parle des Tigers, on y va avec les surprises. Est-ce que vous en avez que de votre côté? Moi, j'ai 2 surprises. Sans aucun doute, Kansas City. 106 défaites, puis là, tu t'en vas là, et tu as une chance d'aller en finale de division, une chance d'aller en série de championnat. 106 défaites, puis tu reviens. Et mon autre surprise, les Orioles de Baltimore. Les Orioles de Baltimore qui ont pu tenir le coup une deuxième année. Première année, là, tu sais, la première danse que tu m'as danser une fille, c'est le fun. Je ne sais pas si elle va danser une deuxième fois. Est-ce qu'elle va dire oui la deuxième fois? C'est ça qui est l'importance. Quand je regarde fois, on est d'accord. Quand je regarde les Orioles de Baltimore, Éric le dit, ils sont revenus. Moi, c'est ma surprise. Ils sont revenus forts. Ils ont eu des blessures, mais ils sont revenus fort, sans aucun doute. Ouais, moi, c'est ça. Il y a dans les séries un peu en boitant, ça aussi, on va parler plus tard, mais tu allais dire, Éric? Ouais, Baltimore, c'est ma surprise parce que moi, je n'étais pas encore acheteur l'année passée. Je t'écoutais, ça fait 2 ans, je t'écoute, c'est ça. Puis là, j'ai un moment donné, je vais dire, j'ai pas le choix, mais c'est vraiment fun de les voir parce que, comme on disait, les jeunes, de voir l'évolution de cette équipe-là puis qu'ils sont capables de continuer, c'est vraiment le fun parce que veut pas, ils ont fait des bons moves. Encore, ils n'ont pas un mortgaging le futur. Tu sais, ils ont vraiment été capables de garder tous les joueurs, le noyau de joueurs, tranquillement, pas vite, puis avoir confiance à les joueurs. Comme je te disais, de donner aux joueurs en anglais, c'est accountability. De leur dire que c'est leur job à eux autres. C'est vous autres qui performez, on a confiance en vous autres. Exactement. C'est la grosse différence. Je pense que c'est 99%. On est tous talentueux, les majeurs. On est tous bons. On est tous des bons joueurs. Mais mentalement, quand on a la confiance d'un coach, quand on a la confiance d'une équipe, d'une organisation, ça change énormément. Mais moi, je pense que la signature de Witt a montré que pour une fois, justement, qu'ils allaient garder leurs bons joueurs pendant un certain bout. Parce que pendant longtemps, à Kansas City, tu vas quasiment commencer à faire tes boîtes si c'était un bon joueur. Tu ne savais pas si c'était l'année cette année, mais tu savais que tu n'allais peut-être pas rester là 4-5 ans. Whit Merrifield a été une des rares exceptions. C'est pour ça qu'aussi, on pourrait en parler longtemps. Moi, je pense que Whit est très, très, très à considérer pour la course du meilleur joueur dans la Ligue. Parce que, honnêtement, il y a eu Pasquantino qui a eu un éveil. Heureusement, ça, je pense, ça a aidé beaucoup Pasquantino qui s'est réveillé et qui a frappé derrière Witt. Salvador Perez aussi qui a une excellente saison. Mais tu sais, c'est pas riche du côté de Kansas City. Puis moi, je vais juste prendre une petite parenthèse. Une des belles surprises de la saison, selon moi, c'est le lanceur Seth Lugo qui part des Mets qui s'en va là. On ne s'attendait pas à ça du tout. Puis moi, tout le long de la saison, je l'ai dans un de mes pools. Je me dis, quand est-ce qu'il va craquer? Ben, tabarouette, il a eu le coup tout le long. Mais regardez, la façon que le Kansas City ont reconstruit leur équipe, on va dire un petit peu, ou comment on appelle ça, donc la rénovation d'une équipe, on va dire. Un gars comme Paul Ragan. C'est ça, la rénovation, c'est parfait. Ouais. Parce que, regarde, un gars comme Waka, comme Lugo, puis Ragan, c'est aucune personne qui était dans l'équipe. Le Ragan, il était avec les Rangers. Puis t'imagines ça, avoir lui encore avec les Rangers, avoir Emmanuel Classic qui est encore avec les Rangers. Ces 2 joueurs-là avec les Rangers présentement, plus l'argent qu'ils ont dépensé, c'est incroyable. Mais c'est la façon que Kansas City construit une équipe. Les joueurs qui signent, c'est des joueurs je ne veux pas dire de deuxième plan, là, mais c'est des joueurs, c'est pas des superstars, mais c'est des joueurs qui sont. Ils vont te donner ce qu'ils ont. Ça fait une moyenne de 3,5, mais ils vont te donner 200 manches. Ils vont te donner ce que tu t'attends. Je pense que c'est ça l'important que les Blue Jays ont besoin de faire. Copier un petit peu ce que Kansas City ont fait. Regardez le scouting, regardez les autres équipes. C'est qui les joueurs qui sont pas des superstars, peut-être pas des joueurs que tu vas dire « wow ». Mais c'est des joueurs qui vont donner qui ont 200 manches. C'est des joueurs ils savent comment jouer au baseball. C'est des bonnes personnes dans le locker. C'est ça qui est le plus important là-dedans. Ouais, c'est ça mais Seth Lugo, il n'y a personne qui a vu ça venir. T'es d'accord, Ron? Malheureusement, ils ne répéteront pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais les joueurs qui ont toutes des boîtes à surprise cette année. Cette boîte à surprise-là, c'est pas une carrière. Non, mais je pense que Pasquantino, c'est un jeune joueur qu'on attend depuis longtemps. Oui, mais c'est pas des lanceurs qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Ça, là, c'est la grande différence. Tu as une équipe qui vient de gagner une série mondiale qui démissionne sur toi, ils ont une raison. Ouais. Là, tu arrives là-bas, tu connais un succès. Moi, je pense que le gros point, c'est Eric qui l'a frappé. On oublie toujours ces gens-là.
C'est pas le directeur gérant, le gros point. C'est le Non, recruteur mais professionnel. on oublie aussi les Cardinals de Saint-Louis, qui est la même affaire qu'ils faisaient avec les joueurs. Ils ont même Ben amené oui, des lanceurs qui étaient un petit peu suspects, comme on dit, puis qui c'est rendent ça. vraiment des bons lanceurs. Ils changent le style un peu. Je pense que c'est ça que Kansas City ont fait avec les lanceurs qui ont arrivé, avec comme Raggins, qui était avec les Rangers. Il y avait Lugo, Waka. Ces joueurs-là, c'est pas. T'es là, OK, c'est pas super, ils sont bons, mais c'est pas rien d'incroyable. Mais avec le pitching, ça, c'est juste Salvatore Perez, en fond. C'est pas compliqué. Tu regardes un gars qui a un quarterback comme ça, comme Salvatore Perez, avec le pitching coach qu'ils ont, je pense que c'est ça l'ingrédient que tu as besoin. C'est, OK, tu n'es pas obligé d'avoir un joueur, mais tu as le coach, tu as le catcher, tu as la culture, je pense, de pitching. Je pense que c'est ça qu'ils font bien. Ouais. Ils ont été chanceux parce que Will Smith, qui ont signé comme pour justement être le releveur de 9e manche, ça n'a pas fonctionné. Le jeune McFarlane, on se dit, bon, lui, c'est le futur, go. Non, c'est une moyenne de points mérités d'au-dessus de 5. Et l'échange de Urseg avec les As d'Oakland est juste arrivé au bon moment et jusqu'à temps, il livre la marchandise. Et ça va être mon lieu. En fait, à moins qu'on voulait, si on dit, de côté des bonnes notes surprises, ou moi, j'en parlerai bientôt parce que moi, je suis allé voir les Nationals pendant mon voyage de balle. Et, man, le petit noyau de jeunes joueurs va être impressionné dans 2-3 ans. Mais c'est toujours douloureux Il y parce avait que du monde dans le parc, hein? sérieusement, c'était pas si pire. Ah oui. 9 000? 10 000? Tu pensais-tu au centre-ville de Montréal? Non, hein? Parce que cette équipe-là, tu as pas joué à guichet fermé. Ben Me oui, semble. non, c'est. En tout cas, me semble. Écoute, le deuil n'est pas encore fait, Roger, je le sais. J'étais là, j'essaie. Tu vois ça comme de la thérapie, OK? Washington, là, ils ont des bons jeunes joueurs sans aucun doute. C'est quoi la force de Washington? Ils ont signé Dave Martinez. Le point que Eric a mentionné, change pas de gérant pour rien. Va chercher des joueurs. Regarde Dave. Quand un joueur s'en joue pour les Nationals, il a la philosophie de qui? De Dave Martinez. Ouais. Et là, la culture. Ben là, écoute, on va quand même aller, on va se servir de tout ça pour aller d'un côté. Mais le départ des As d'Oakland, je veux dire, c'est pas une équipe à laquelle j'étais hyper attaché, mais évidemment, tu sais, quand tu es dans une ville qui a perdu son équipe, tu peux t'identifier à ça. Chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que en fait, la ville d'Oakland est la seule ville en Amérique du Nord qui a perdu une franchise dans les 4 sports majeurs. Ils ont perdu les Golden Seals dans les années 70. Ils ont perdu les Warriors de Golden State, qui sont rendus dans le Bay Area, mais qui étaient évidemment à Oakland avant. Après ça, évidemment, les Raiders sont rendus à Vegas. Puis en fait, les Raiders, ils ont perdu 2 fois. Ils ont perdu. Man, comment ça peut être plus agace que ça? Puis maintenant, le départ des As et la lettre du propriétaire que je trouve. Honnêtement, c'est parce que là, tu sais, je vais respecter le fait que Rodgers ne veut pas qu'on sac, mais on peut imaginer tout ce que je pourrais dire présentement sur. Et écoute, la phrase, puis ça a été suivi par tout le monde, toutes les émissions de sport, tous les journalistes sportifs. Mais la phrase de si je pouvais vous rencontrer un par un pour vous dire comment je suis désolé, je vais le dire, quel plein de mal. Oui. Je peux te dire ça de même, s'il vous plaît, là, c'est vraiment, mais écoute, le baseball majeur, là, tu vas faire faveur. à vendre l'équipe à quelqu'un d'autre à des intérêts locaux. Max, prochaine fois, tu es plein de fumier. OK, c'est noté. Je note, j'ai mon pad. Mais Joe Capard, non, mais quelle tristesse quand tu as vécu ça de ton côté. On a vu le dernier match. Je ne pense pas que ça a été bien plus clean du côté de Montréal, mais j'ai trouvé le comportement du deuxième étage d'Oakland juste d'un mépris, je ne sais pas. Puis, tu sais, c'est un dossier qui n'est pas réglé. C'est sûr que j'espère qu'à travers la prochaine expansion dont on parle, qu'il y a une équipe ici dans le centre-ville, à 2 rues de chez nous. Mais honnêtement, s'il y a une ville qui mérite de réavoir une équipe, c'est Oakland. Je le répète, je pense que si le baseball majeur a fait sa job comme du monde, aurait demandé de confirmation de stade à Vegas avant. Là, de passer 3-4 ans à Sacramento, c'est une honte. Là, c'est le dossier des Phoenix, des Coyotes de Phoenix dans la Ligue nationale de hockey. C'est toujours pas réglé de ce côté de Vegas. Et honnêtement, il y avait des intérêts locaux, du monde qui ont des poches profondes, qui étaient prêts à dépenser pour acheter cette équipe-là, puis d'avoir un projet dans le centre-ville. Ah, tout ce qui est arrivé à l'entour de Oakland, c'est ridicule. Le stade, ça fait 25 ans qu'il est outdated. La façon que le Moneyball, OK, j'avoue qu'ils n'ont pas le choix un peu. Il faut qu'ils soient intelligents par rapport à comment ils dépensent l'argent, des choses comme ça. Mais c'est correct. C'est correct, non, j'avoue, c'est correct, mais on voit là qu'on a besoin des fans. On a besoin d'avoir la ville avec nous autres. Je ne veux pas. J'ai aucune idée pourquoi il aurait mis une lettre. Si t'en vas, va-t'en. Fais juste t'en aller. Fais pas arrête de prendre le monde pour des tatas. Arrête de dire OK, on a tout essayé quand t'as pas tout essayé. C'est pas vrai.
Non. Bud Selig, pas Bud Selig, je veux dire Manfred, puis toute cette gang-là. Tu sais, c'est comme tu disais, Coyote, c'est la même chose un peu. Là. Montréal, c'est de valeur parce qu'à un moment donné, la séparation, en place de dire les belles années qu'il y a eu, tous les bons joueurs qui étaient à Oakland, les gars, on a essayé que c'était arrivé, on a tout dépensé l'argent qu'on avait bu avant. On a demandé à tout le monde. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent là-bas. Là, c'est pas compliqué. Demander aux bonnes personnes, mais ça a l'air que le propriétaire n'est pas aimé nulle part. Fait que si c'est ça la raison, MLB a un job à faire, c'est de sortir des propriétaires parce que veut pas, tu peux pas juste dire, gars, on va garder ces joueurs, ces propriétaires-là, puis qu'ils ne veulent pas gagner, ils peuvent juste garder l'argent, garder l'argent, garder l'argent, garder l'argent. À un moment donné, Ouais. Mais ça se fait-tu, ça? Est-ce qu'on peut en arriver à un stade? Ils l'ont fait dans la NFL avec le propriétaire maintenant, les Commanders de Washington, parce qu'évidemment, surtout que le propriétaire était vraiment accusé d'avoir créé un environnement de travail toxique. Il y avait une base pour être capable de le mettre à la porte, mais du côté de Oakland, est-ce que le baseball majeur aurait pu forcer le propriétaire à vendre l'équipe en disant qu'il y a des limites de la façon de gérer ça? Là? Non. Écoute, Son équipe. Le gars paye son loyer. Oui, mais non. Moi, je ne crois pas à ça que c'est son équipe. Lui, il fait partie de MLB. Ah ouais. C'est pas son équipe. Oui, c'est son équipe, mais c'est juste. Tu sais, c'est comme les joueurs, on fait partie d'une équipe, mais les joueurs, on fait partie de MLB aussi. Si on en arrive là et on ridicule le brand MLB, on va perdre notre contrat. Pourquoi que les propriétaires, c'est pas la même chose? Pourquoi que les arbitres, tout le monde se fait juger, on se fait tout juger. Le prochain contrat qu'on a, c'est par rapport à que moi, ce que j'ai fait sur le terrain, ou si j'ai fait des niaiseries, des choses comme ça, j'aurais pas de contrat. Pourquoi que c'est pas la même affaire avec les propriétaires? Pourquoi c'est pas la même affaire avec les arbitres? Avec tout le monde, c'est pas compliqué, là. Tu sais, on veut pas, là, c'est pour les fans qu'on joue, là. C'est pour les fans, c'est les fans qui payent notre salaire, c'est les fans qui disent que la concession d'Oakland vaut 1 milliard ou 2 millions, n'importe quoi. La raison pour laquelle ils ne vendent pas, parce qu'ils savent que ça monte à chaque année, qu'il arrive n'importe quoi dans le monde. Tout ce qui arrive, la valeur monte entre 8 et 10 par année, puis ils ne dépensent pas. Fait que veut pas. C'est ça qui est de valeur. Il doit y avoir quelque chose d'être capable de dire, gars, là, les boys, on dépense. On a le brand de MLB, puis ça, c'est un umbrella, puis on a toutes les équipes en entour, puis on essaye de te remonter toute la gang ensemble. Tu sais, tu as une équipe comme ça qui ne dépense pas, ou qui ne veut pas dépenser, ou qui n'a peut-être pas l'accès à l'argent autant, mais à un moment donné, tu sais, faut que tu show good faith. Puis on dirait que c'est tout du PR work qui est fait. Ben, écoute, de dire que j'aimerais ça rencontrer chacun de vous autres quand il a refusé toutes les entrevues locales et nationales, c'est ça. Mais toi, Roger, c'était le baseball majeur parce que c'est une patate chaude, on est d'accord, le dossier d'Oakland. Tu sais, quand tu n'as rien de réglé à Dallas, quand tu t'en vas passer 3-4 ans dans un club, dans un stade de 3, comment tu penses qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Il va s'aller à Nashville. Ouais. C'est ça, j'aurais fait du sud au début, tout de suite. Ça va à Nashville. Arrêtez, là. Mais il était là à Oakland, en plus. Ça va à Nashville. Mais pour revenir à Oakland, OK? Et je regarde les années d'Oakland. Je dis ça toujours avec des faces, mais à cause de l'âge de mon père, j'ai connu des Aces d'Oakland dans les années 70, les années 80. Puis je ne jouais pas à guichet fermé. Là. Il n'y avait personne dans le stade. Même les belles années de Vida Blue et compagnie, puis Reggie Jackson. Il ne jouait pas à guichet fermé. Il ne jouait pas à guichet fermé. OK. C'est de valeur de dire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Tu pars des années 70, des années 80, ils ont eu des bonnes équipes des années 80. Là. Tu as vu avec Billy Martin, tu as vu avec La Russa. Ils ont eu des années incroyables. Tu sais, les autres, c'est le tremblement de terre qui a tout changé. Tu gagnes Sylvie Mondiac, personne ne le sait. C'est plate à dire. C'est comme la COVID. Mais si je regarde les partisans, raconte toutes leurs équipes, c'est le même problème. Ils n'ont pas une bonne base de partisans. Ça fait mal. Pourquoi ils n'ont-tu pas une bonne base? C'est-tu la faute des partisans qu'on va voir ou c'est la faute des propriétaires qui ne dépensent pas? C'est où le problème? À un moment donné, on dit toujours. À l'époque, ils gagnaient, Eric. À l'époque, ils gagnaient, c'était l'endroit. Il y avait besoin d'un nouveau stade et la ville n'a jamais. Dans les années 70, c'est ça le problème. Là, le job à MLB, on a besoin d'une place, d'un stade qui est mieux. Regarde la niaiserie qu'ils ont faite. La ville n'a jamais voulu. Hey, ils ont perdu leur équipe de basketball. Là. Une des meilleures de tous les temps. Là. À un moment donné, c'est pas juste. Et je ne protège pas ce propriétaire-là, parce que dans mon livre à moi, insignifiant, c'est lui rendre compliment. Plein de fumier. Merci beaucoup. J'aime bien ton épée. Je ne sais pas si tu es allé chercher ça, mais j'aime bien ça. Mais tu n'avais pas. Et la ville n'a jamais voulu embarquer.
Ils sont allés construire le fameux monument, le mur de M. Davis, qui est ridicule aux chansons, et qu'on paye encore. C'est qu'ils ont rajouté des sièges avec des loges. Un problème, tu ne voyais pas le stade. Puis il fait froid. Quand tu vas à Oakland le soir, tu es allé à San Francisco. C'est pas exactement le monde quand il parle à San Francisco, tout le monde parle c'est-tu beau. Je le dis toujours, va voir les matchs de baseball à 8 h le soir, en été, puis appelle-moi. Montre ça à Eric, surtout au Candlestick Park. Venez faire un tour. Le stade d'Oakland était désuet. On n'a pas construit de stade. Et la ville ne voulait pas. Le basketball voulait une nouvelle aréna. Ils n'ont pas voulu. Bon, Non, mais ils ont ont peur parce raison, qu'ils l'ont fait pour les Raiders, puis les Raiders sont partis quand même. Donc, ils ont rajouté des sièges pour les Raiders. il n'aurait pas fait un nouveau stade? Non. C'est dans le même stade. Ils ont rajouté des sièges. Ah, OK. Ouais, okay. Mais c'est ça qui dans le fond, ça revient à la même affaire. Il faut que tu aies une bonne relation avec la ville, le propriétaire. Tu veux pas. C'est là que ça se passe. C'est un trio. Il faut que tu marches ensemble. Hey, tu as eu Charlie O. Finley comme propriétaire. Le meilleur ami de Charlie O, c'est sa mule, Charlie O. Il avait une mule qu'il avait nommée Charlie O. Ensuite, tu regardes le propriétaire d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Comment peux-tu faire affaire avec lui et lui faire confiance? Ouais, écoute, on a la même expérience ici à Montréal avec notre cher ami Loria. Fait que, anyway, bon, je commence à avoir des frissons et des boutons qui me reposent dans le dos. On va rester du côté positif. Là, évidemment, c'est le premier match des Mets contre les Braves. On l'a dit tantôt. Pendant qu'on enregistre, c'est lundi après-midi. Le deuxième match du côté des Braves. Écoute, j'essaie de regarder. C'est même pas encore officiel. C'est qui lance le deuxième match. On pense à faire le nommer. Non, mais je voulais savoir parce que si c'est Chris Sale, parce qu'il y a une belle histoire, c'est que du côté de la Ligue nationale. Si les Braves perdent, là, c'est Chris Sale. Oui, c'est clair. Mais là, présentement, c'est 3-0, ça va bien. C'est en sixième manche. Mais ce que j'allais dire, c'est que du côté de la Ligue américaine, on a évidemment Tarik Skubal qui gagne ce qu'on appelle la triple couronne des lanceurs. Plus de victoires, meilleure moyenne de points mérités. Merci beaucoup. Et évidemment, le nombre de retraits sur 3 prises. Et du côté de la Ligue nationale, ça va. Écoute, à moins qu'il y ait un désastre aujourd'hui, ce qui est quasiment impossible, Chris Sale, s'il lance, va le remporter. Donc, dans la même année, on a 2 lanceurs qui gagnent la triple couronne. Et du côté de Chris Sale, c'est encore plus merveilleux parce que, tu sais, vraiment, les 3 dernières années ont été très difficiles pour lui au point de vue des blessures. Donc, quelle belle histoire, mais en même temps que ça arrive 2 fois en même temps. 2 dans la même saison, je trouve ça juste génial. Ah, c'est incroyable. C'est le fun à voir, surtout Chris Sale, de voir qu'il revient, qu'il y a un bounce-back season qu'on appelle. C'est pas facile de lancer. Ça fait longtemps qu'il fait ça avec son corps, qu'il a la grandeur qu'il a, des choses comme ça. C'est le fun d'avoir le succès qu'il a parce qu'il y a 3 ans de quasiment de misère là, pour lui. Mais moi, quand j'étais dans le 2A, c'est pas facile de faire le Triple Crown. Je l'ai fait dans le 2A. J'avais la chance de le faire. J'ai été monté dans des majeurs cette année-là. Écoute, surtout avec les bons lanceurs qu'il y a, d'avoir 2 lanceurs présentement qui sont capables d'avoir le Triple Crown, c'est incroyable. C'est vraiment le fun à voir. On parlait de baseball, on parlait des joueurs, on parlait d'un gars comme Skeens, un gars comme Ohtani. Là. Tous les joueurs, tout le baseball est tellement le fun à regarder présentement là, parce qu'il y a tellement des bons joueurs, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les playoffs qui s'en viennent. C'est vraiment intéressant. Mais Triple Crown, c'est impressionnant. La dernière fois, c'est un de tes chums, Kershaw, avec Verlander. Les deux avaient remporté la triple couronne. Dans la même saison en plus? 2011. Wow! Ben, c'est pas des gens qu'on a vu, évidemment. Puis là, ben, les deux lancent encore. Série, là, mais, c'est surtout ça. T'arrives 13 ans plus tard, ils sont dans les séries tous les deux. Pas croyable, hein? Wow. Il est encore bon. On va y aller du côté, justement, parce qu'on s'en va tranquillement pas vite, parce que je veux quand même laisser beaucoup de temps, parce que je pense que ça va vraiment, on ne se tendra pas de parler de ça, lorsqu'on va voir les cotes de Bet365 pour les gagnants de la Série mondiale. Les favoris, en fait, pas les gagnants, les favoris pour la Série mondiale. Mais bon, on attend toujours, je l'ai dit, de savoir qui va affronter qui du côté de la Ligue nationale. Mais du côté de la Ligue américaine, on sait. On commence avec des petites prédictions avant d'aller. C'est vraiment, je m'en sers comme lien pour qu'on s'en aille tranquillement pas vite vers le côté de Bet365. Du côté du wildcard, on en parlait tantôt. KC, Baltimore. Moi, ça me brise le cœur. C'est 2 équipes que j'aime. Ça me dérange un peu qui s'affrontent déjà en partant parce qu'une de mes 2 équipes chéries va partir. Et moi, je crois qu'honnêtement, je l'ai dit tantôt, les Orioles rentrent en boitant un peu. Je ne vais pas trop m'étirer là-dessus parce qu'on va parler dans 2 secondes. Mais rapidement, vos prédictions sur le wildcard entre Baltimore et Kansas City. Et aussi les 3 Houston. Il y en a un qui s'est trempé, qui s'est mouillé tantôt en disant qu'il pense que Détroit va battre Houston. C'est big, ça. Roger, de ton côté, tu penses quoi? Moi, je pense que Baltimore va battre les Tigers et
Houston va perdre. Wow, OK. Fait qu'on a deux personnes qui pensent que Détroit. Mais je vais poser la question. Mais parce que je vais m'en servir. Comme j'ai dit, on va faire un lien tantôt pour Bet365. Je ne sais pas à quel point j'entends souvent, tu sais, c'est dangereux une équipe qui a du momentum, qui arrive dans une série. On l'entend souvent, mais c'est pas, tu sais, je veux dire, si on regardait les statistiques, je me dirais que ça serait peut-être 50-50 sur les. Mais vraiment, toi, Éric. Moi, j'y crois énormément. Écoute, quand tu arrives dans la série, ça fait, tu sais, tout clique, tout va bien. Tu n'es pas obligé de. Parce que veux pas baseball, on regarde ça, les journées de congé, mettons. Moi, j'aime pas qu'on ait 3-4 journées de congé dans les playoffs. Parce que d'habitude, on est habitué d'avoir une journée de congé maximum, puis on continue. Tu sais, on veut pas, on est toujours des habitués de la même routine à tous les jours. On se lance à tous les jours, 1 ou 2 journées de congé. Mentalement, on n'est pas aussi sharp. Notre corps ne se sent pas la même chose. C'est bizarre. Parce que veut pas, on joue avec la blessure toute l'année, mais 2 jours de congé ou 3 jours de congé, ça change complètement la routine au complet. Moi, j'aime pas ça. Je l'ai vu quand j'ai gagné avec Boston contre Colorado. Il y a eu, je pense, 5 ou 6 jours de congé. Il était tout frais, tout le monde était bien. Puis on est arrivé là, on est sweepé en 4 games. Ça fait que veut pas. Le momentum de baseball, c'est on joue 162 games, c'est un marathon, on est des creature of habits, qu'on appelle. Je pense que ça change un petit peu, mais je pense que les équipes qui arrivent dans les playoffs, je n'ai peut-être pas la statistique, peut-être pas à 100%, mais je pense que par rapport ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'ils se battent, ils font les jours du bon baseball, je pense que c'est ça le plus la grosse différence. Mais une équipe qui se dit, OK, on joue des journées de congé assis à lui ou à là, puis tu as toujours quand même un peu tu n'es pas aussi agressif, tu ne joues pas de la même façon. Fait que tu changes un petit peu tu fais un petit peu la façon que tu joues. Mais je pense que quand tu arrives dans un playoff, puis ça fait 2-3 semaines que tu te bats par en là, je pense que c'est toujours plus facile. J'imagine que tu as le même avis, hein, Roger? Mais je regarde juste Ohtani, là. Regarde Ohtani, comment il est agressif, qui est intense à tous les jours. Là, il va se poser pendant 3 jours. Si tu vas dans le passé, regarde des équipes pas toutes des équipes, mais il y en a qui se font surprendre de quelle façon. Ils ont un long congé, ils se font battre. Hey, écoute, le meilleur exemple de ça, c'est la série mondiale de l'année passée entre les Rangers et les Diamondbacks. C'est ça. L'autre équipe était. Tu sais, là, tu t'appelles Éric Gagné, là. Puis là, pendant 162 matchs, tu es prêt, là. Puis là, pendant une semaine, tu te reposes. Puis là, tu arrives dans un match sérieux. Penses-tu que tu peux juste tourner la poignée et on part? Bon. Non, c'est une grosse différence. Surtout la façon qu'on joue, c'est toute l'adrénaline. Tous les jours, on se réveille à la même heure, on fait la même chose, la même routine. Puis veux pas, quand tu as une journée de congé, tu veux pas mentalement, tu dis OK, je pense pas de la même façon. Tu n'es pas aussi sharp, tu penses pas tu n'as pas la même routine. Veux pas, tu es à 7 h le soir. Moi, je lançais le temps vers 10 h, 10 h 30 le soir. À 7 h, je commençais vraiment à être nerveux, des choses comme ça. Mais 2-3 jours, sans penser de cette façon-là, ça change un petit peu. T'es pas toujours. C'est pas facile de dire OK, aujourd'hui, je vais me concentrer à 100%. C'est pour ça que 162 games, on est habitué de faire la même chose. Puis les journées de congé, c'est bon pour le corps, mais c'est pas toujours bon pour le tempo, le momentum qu'on a. Puis le déplacement, là, je veux dire, honnêtement, on sait qu'aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer, il y a quand même une équipe qui va, ou peut-être même deux, qui vont quand même voyager pas loin de 3000 km, c'est un bon 6 heures d'avion. Puis c'est des séries courtes, évidemment, le wildcard, c'est un 2-3, fait que c'est pas la même chose que d'être là sur une plus longue. On entend souvent parler de voyager des grandes distances. Ça fait vraiment. Je le sais que je voyage beaucoup. Tu arrives, tu es fatigué, tu es décalé, puis tout, mais je me dis, est-ce que l'adrénaline, des fois, compense pour le décalage horaire? Ah, 100%. Écoute, veux pas. Quand tu arrives dans les playoffs, t'es frais un petit peu. Donc, tu arrives là, tu es OK, là. Tu fais 162 games, on grind, mais là, ça compte vraiment à 100%. Là, tu sens la différence. L'atmosphère dans le stade est différente. Tous les joueurs se font présenter avant le game, tu es là national. L'atmosphère est complètement différente. Tu le sens, tu es nerveux. C'est rare, là, tu es nerveux. Là. Les 2 derniers mois de l'année, tu n'es pas autant nerveux. C'est OK, là, let's get through it. Mais dans les playoffs, tu ne peux pas faire d'erreur. Fait que ton focus est encore plus à point. Tu n'as pas le choix, tu en as besoin. Tu ne veux pas chaque petite erreur, des choses comme ça va te coûter un match, ça va peut-être te coûter la saison complète. Fait que oui, c'est difficile, mais je pense que quand tu as une équipe jeune, par rapport au corps, les blessures, ça l'aide énormément qu'une équipe jeune de voyager, ils sont capables de faire ça. C'est correct. Une équipe plus vieille, un peu comme Kershaw qui va voyager avec son dos, des choses comme ça, ça va faire un petit peu une grosse différence. Mais je pense que plus l'équipe est jeune, ça va aider pas mal. Encore, comme je dis, ils ne connaissent pas ça encore, mais veux pas, là, tu penses juste à gagner. Tu sais que dans 2-3 jours, la saison va peut-être être finie. Fait que l'adrénaline embarque tout seul. La plus grande distraction pour une équipe professionnelle d'une série,
Surtout au baseball, c'est pire. Tu joues à tous les jours, journée de congé, tu voyages tous les jours. C'est tes amis et ta famille que tu dois gérer. Ça, c'est la plus grosse. Tout le monde veut des billets. Pas juste ça, ils t'appellent. Tu sais, veux pas tes enfants, là. C'est des jeunes joueurs, là. C'est des jeunes parents, là. Tu dis pas à tes enfants pendant un mois, hey, vous ne parlez plus, là. Non, non. Tu dis pas à ton enfant pendant un mois, tu laisses coucher, là. La vie continue. Et c'est ça qui est l'affaire à gérer. Une fois que tu arrives au stade, tu vas arriver de bonne heure, je suis au stade. C'est pas fin de dire ça, mais c'est la réalité. Mais, non, mais tu te déplaces. Là, tu te déplaces. La famille suit. Tu sais, c'est quoi une famille qui suit sur un voyage, Eric? C'est facile? Ouais. Non, c'est une distraction. C'est une valeur à dire, là, mais veut pas, on est, comme on dit, 162 games, on fait la même chose. Moi, je me levais, je faisais le tour du stade avant la game, je mangeais la même chose à tous les matins. Mes enfants, j'étais très chanceux, mes enfants se levaient, mais ils ne me dérangeaient jamais. Tu sais, c'est niaiseux, mais comme tu disais, Max, c'est de ta bulle, tu te dis, tu es tellement concentré, tu es complètement détaché du monde de la réalité, dans le fond. Tu fais juste te concentrer sur une chose. Puis c'est difficile, surtout avec les playoffs, les tickets, manager, parce que tu ne sais pas combien de games tu vas être là, fait que tu veux que toute ta famille vienne. Tu sais, c'est l'expérience, surtout les jeunes essaient de faire ça un peu, mais veux pas, l'adrénaline que tu as, c'est tellement excitant, là, tu peux même pas matcher ça. Si tu arrives à Boston, à Fenway Park, avec les fans partout, l'atmosphère incroyable, tu sais que tu joues le temps à l'heure de primetime television. Mais pas juste dans le stade, tu sors du stade, la ville, c'est la frénésie totale. Là. Tu le sens, le playoff baseball, le playoff, n'importe quel sport, c'est vraiment, tu le sens, là, c'est vraiment une énergie incroyable. Ben écoutez, on va s'aller directement vers ça. On y arrive, le segment Bet365, où on a ici les cotes pour, évidemment, les participants dans les séries, pour voir qui a les meilleures chances de gagner la série mondiale. On n'est pas surpris que les Dodgers, les Phillies, les Yankees obtiennent les trois premiers au classement. Ça descend, on ne voit pas l'image au complet, mais les derniers, je pense, si je ne me trompe pas. La plus grosse gageure qu'on a toutes manqué. La plus grosse gageure qu'on a toutes manqué. Le gars qui l'a eu, c'est parce qu'il y avait de l'argent dans ses poches. 2% de chance de gagner fait les séries, les Tigers de Détroit. Ça, c'est la gageure qu'on a toutes manqué. Ouais, non, mais c'est une belle leçon parce que l'année prochaine, je pense que je vais me faire une liste. Là, écoute, on a-tu manqué ça? Là, c'est même pas. C'était 2% de faire les séries, mais pas gagner la série mondiale. Fait que, non, mais juste faire les séries, ça aurait été payant. Mais ils sont vraiment. Si on n'a pas de classement avec Casey et tout. On a ouvert la porte tantôt. Moi, je ne vous ai pas dit, évidemment, mes prédictions sur les gagnants. Moi, je pense que Houston va gagner juste par l'expérience. Mais même si j'aime beaucoup l'histoire des Tigers, j'adore les Tigers. Honnêtement, c'est pas si loin que ça serait vraiment le fun de voir, justement, peut-être, on sait pas, peut-être une petite dépense folle pour aller voir ce qui se passe du côté de la ville des chars. Et du côté, moi, je pense que Kansas City va battre Baltimore, juste pour le fait que ça a été. Je l'ai dit, je pense qu'on va rentrer en boitant. On ne sait pas c'est qui va être qui va être le closer en 9e. Puis, il y a Cano qui a fait une job correcte. Il essaie des choses, mais tu ne peux pas te permettre ça quand tu arrives dans les séries. Et justement, du côté des Dodgers, c'est pas clair, mais tu as assez de puissance du côté offensif. Il y a assez de vétérans pour compenser. Je ne me trompe pas, vous me direz que vous en pensez. Les Phillies ont réussi à régler ce problème-là. C'est la grosse différence. Je pense que c'est pour ça que moi, je penche beaucoup du côté des Phillies. Parce que du côté des Yankees, on vient de. Tu as 4 choix, là. Veux-tu en prendre un? Non, mais attends, je te parle juste des situations. Moi, je le sais, c'est qui. Je les ai toutes nommées, je ne vais pas te tromper. Moi, je voulais faire le tour de toutes les situations des releveurs parce que qu'est-ce que vous pensez des grosses équipes, les Dodgers, les Yankees, Baltimore, qui arrivent dans les séries sans. Moi, honnêtement, là, je pense que ce qu'on appelle en anglais le Dark Horse, l'équipe surprise, on en a même pas. C'est une des équipes dont on a le moins parlé de la saison entre nous autres, puis des majeurs, c'est les Guardians de Cleveland. On n'a pas arrêté de parler du 50-50 d'Ohtani. Ramirez, si ce n'était pas d'un match annulé puis il avait frappé un circuit, il serait dans le club des 40-40. Et lui, il n'a pas vraiment de grand support de Josh Naylor. Tu sais, la perte de Francona, ça a été très difficile l'année passée. Un nouveau gérant qui arrive, puis on voit que la culture des Guardians continue. Puis le mot-clé, Emmanuel Clase. Emmanuel Clase peut faire une énorme différence. Puis tous ceux qui sont devant lui aussi. Là, moi, là, honnêtement, on ne parle pas beaucoup des Guardians. C'est une équipe très bien balancée. Ce n'est pas les meilleurs partants au monde, mais par contre, ils sont capables d'avoir une avance en 6e et en 7e. Ils sont en business. Puis on n'en parle presque pas.
Alors, parmi tes 12 choix, lequel que tu prends? Ben, moi, honnêtement, je vais qu'on fasse le tour de toutes les équipes, mais moi, honnêtement, les deux équipes surprises, je pense que ça va être San Diego et Cleveland. Je ne serais pas surpris que les deux se ramassent en série mondiale. Et le gagnant, Wow. Cleveland. Wow. Cleveland, j'haïs pas ça. San Diego, mais Cleveland, écoute, c'est... Est-ce que tu peux élaborer sur ton Là, il parle comme ancien joueur. Il les haïssait quand il jouait pour les Dodgers. Il ne peut pas aimer San Diego. Je sais, c'est difficile d'en parler, Eric, mais... J'ai regardé sur les superstars qui ont, de la façon que le Guardians joue, je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est l'équipe, une des équipes qui joue le mieux le baseball, du bon baseball fondamental, je pense que c'est ça. Les Dodgers, écoute, les Dodgers, c'est les Dodgers. Ça va dépendre aussi de closer, ça va dépendre de Kopech, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais on parlait, le meilleur closer dans les majeurs, c'est Classé. C'est Manuel Classé pour l'instant. Il peut lancer à tous les jours. Il peut lancer une ou deux manches. Il est capable de faire ça. Tu as besoin de quoi, là, 5 ou 6 manches? J'ai besoin que tu fais des match-ups. J'avoue que Cleveland, c'est vrai, c'est un bon pick. Je vais avoir Cleveland. Mais moi, j'aimerais ça voir un gars comme Harper gagner. J'ai toujours aimé avoir des superstars comme on l'a vu McDavid se rendre dans les playoffs dans Stanley Cup. Ça, j'aime ça. Tu sais, j'aimerais ça voir un gars comme justement comme Harper se rendre dans la série mondiale. Mais Dodgers, Yankees, c'est pas mauvais non plus, ce serait le fun. Je pense qu'MLB aimerait ça au bout. Mais moi, mon pick pour gagner la série mondiale, ce serait Philadelphie. 100% Philadelphie pour ça, mon pick. Là, Eric, je vais te faire quelque chose que tu n'aimeras pas. OK? Dans l'histoire de mes choix, OK? La dernière fois que j'ai remporté un de mes choix, je ne m'en souviens pas. Et mon choix, c'est Philadelphie. Alors, je ne vais pas te souhaiter le malheur, mais j'ai choisi On va gagner les deux. J'aimerais bien ça que tu aies une chance de gagner, mais je te parle par mes choix, là. Je n'ai pas eu beaucoup de succès. Mais en fait, moi, je vais vous dire honnêtement que j'adore les Phillies. Je suis allé les voir encore une fois. Puis, c'est une équipe bien balancée. L'année passée, le problème, c'était évidemment la relève. Là, l'acquisition d'Estevez a été vraiment excellente. Des gars comme Jeff Hoffman qui ont surpris tout le monde, qui ont eu vraiment des saisons assez steady. Tu sais, les releveurs l'année passée, c'était problématique. On a réglé ça. Comme tu l'as dit, Eric, c'est une équipe de superstars. Honnêtement, c'est de 1 à 9. Tu sais, Schwarber, qui non seulement frappait quasiment 40 circuits à chaque année depuis 4-5 ans, mais frappait 213. Là, cette année, il frappe pour 250. Turner, la résurrection de Turner. Honnêtement, si tu me donnais dans le top 3, j'irais du côté des Phillies, mais je me dis, à chaque année, on est surpris. Depuis quelques années, c'est pas les favoris qui gagnent. Fait que moi, j'ai pris une chance. Mais je vais quand même me reposer la question. Du côté des Dodgers et des Yankees, de ne pas avoir un closer clair à ce moment-ci, quand tu rentres dans une série, à quel point vous pensez que c'est inquiétant pour tout le monde? C'est sûr que les joueurs y pensent. Oui, c'est inquiétant, oui puis non. Écoute, peut-être qu'on a un gars comme K-Rod dans le temps avec les Angels qui arrive là puis qui arrive dans les playoffs puis qui tue tout le monde. Il y a peut-être un gars qu'on n'a pas pensé qui arrive là puis tout d'un coup, ça clique pour lui parfaitement dans les éliminatoires. Moi, je ne m'inquiète pas trop avec les Dodgers par rapport à sont capables. Il n'y a pas vraiment d'ego. C'est vraiment une équipe complète. Les moves qui vont se passer avec Robert, ça fait longtemps qu'ils ont pensé à ça. Ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils n'ont peut-être pas un closer numéro 1 parfait. Mais écoute, tu as besoin de 2 semaines, 2 bonnes semaines. 2-3 bonnes semaines, c'est tout ce que tu as besoin. Ce n'est pas la fin du monde, mais j'avoue que c'est plus facile de faire les changements. Parce que veux pas, tu as un gars comme Classé en arrière, que tu sais à 100% il y a la 9e manche ou la 8e manche. Là, c'est beaucoup plus facile de faire les match-ups. C'est pas compliqué. Il n'y a pas aucun secret dans les playoffs. Tu es capable de bien courir les buts, tu lances un peu, tu as une bonne relève, tu es dans une bonne position. C'est comme au hockey avec un bon goaler. C'est la même affaire qu'un closer. Mais tu sais, c'est drôle parce que vous avez tous pris les Phillies, donc il doit y avoir une raison parce que, tu sais, quand même, honnêtement, le choix évident, ça serait quand même de voir un petit. J'avoue, comme si une petite rencontre Dodgers-Yankees me rappellerait ma tendre enfance parce que je tombais en amour avec le sport du baseball avec un coach qui s'appelait Billy Martin, puis je prenais pour les Yankees parce qu'on avait le même nom de famille. Ça remonte à une certaine époque, mais tu allais dire, Roger? Regarde juste les joueurs par position. Ils n'ont pas de faiblesse. C'est rare que tu regardes ça. Ils ont des bons lanceurs partants, de bons frappeurs. Puis une bonne relève. Puis une bonne défensive aussi. Là, s'ils ne gagnent pas, c'est des bons joueurs qui vont faire le travail. Tu sais, là, mais ça me fait peur. On fait la combinaison Soto-Judge. Ça me fait peur un peu d'avoir une équipe parfaite comme ça. Tu sais, tu regardes les playoffs, tu as tout le temps un joueur, tu es là, wow, je ne reviens pas, qui a gagné le MVP de la Division Series. C'est ça qui est le fun dans les playoffs. Tu as tout le temps un joueur ou deux qui sortent. Tu es là, ouais, ça n'a pas de sens. Puis c'est vraiment, reviennent des superstars dans le temps comme. Avec Freeze, des choses comme ça. Tu sais, c'est des joueurs comme tu ne t'attends pas du tout. Fait que je pense que c'est ça qui va arriver. C'est sûr que les Dodgers, les Phillies, s'ils ne gagnent pas, c'est une grosse déception. Mais tu regardes comme Cleveland, puis même
Baltimore pourrait se surprendre énormément. Là. Ils passent la première ronde, je pense que c'est complètement différent un peu. Mais ça, c'est. Encore, c'est des releveurs. Hein. Sont-ils capables de gagner à chaque jour avec la grosse pression, avec les jeunes? Les Dodgers ont été testés. Phillies, les joueurs qui sont là, sont tous été testés. Fait que c'est pour ça, moi, un peu, c'est dur de. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir Cleveland gagner avec les odds qu'il y a là. Tu sais, c'est facile de dire, OK, on va mettre de l'argent là-dessus. Mais je pense que, veut pas. La première ronde qui est 3 games, ça, c'est un toss-in, je pense. C'est la plus tough qu'il n'y a pas dans le C'est sport. difficile, oui. C'est difficile. Ouais. Mais je pense avec les 7 games, tu vois vraiment les failles des équipes, tu vois vraiment la façon qu'ils jouent, la structure, les moves, les gros moves. On l'a voir, Dave Roberts, il a tellement un bon coaching staff, un front office avec tout le data analytics qu'ils ont. Ils ont une grosse avantage sur d'autres équipes. Mais de faire les bons moves, des fois, c'est aucunement par rapport au data avec c'est pas la data, c'est qui change, c'est vraiment le feeling, la confiance à tes joueurs. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça va être le fun à regarder. C'est pour ça que j'adore les jeux les playoffs. Puis il y a toujours quelqu'un qui se réveille aussi. Tantôt, je parlais justement du côté des releveurs de Baltimore. D'un coup, parce que ils ont fait l'acquisition de Dominguez, ils l'ont aussi comme closer. Je pense que c'est lui le choix numéro 1. J'ai parlé de Cano tantôt. Mais c'est pas celui qui est le plus constant depuis quelques années. Mais d'un coup, c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans les 2 prochaines semaines, il va y avoir quelqu'un, une espèce encore une fois, je m'excuse de l'expression anglophone, une espèce de unsung hero, tu vas m'aider, Roger, vraiment, mais ce joueur surprise-là, qui est un bon joueur, mais qui tout d'un coup atteint un certain niveau que tu n'avais pas vu pendant la saison régulière ou même de toute sa carrière, qui décide, qui prend l'équipe sur ses épaules, puis ça arrive. C'est ça qui est beau. Ce qu'on va voir les prochains jours, dans les 2 prochaines semaines, c'est vraiment quelqu'un à lequel on ne s'attendait pas qui va faire la différence dans une série. Je vais vous nommer mon joueur des séries mondiales tout de suite. Allons-y. Castellanos. Wow. Ça veut dire que tu te sens à 100% que Philly se rend dans la série mondiale. Hein? Oui. On peut mettre un Je pense que Castellanos, c'est le joueur qui va arriver de nulle part. Mais c'est un joueur qui non, mais c'est un joueur que tu sais qu'il a des gros moments. C'est un joueur, tu le vois, la façon qu'il agit, la façon qu'il veut être dans ces moments-là. C'est peut-être pas le meilleur joueur de l'équipe. Non, c'est pas ça. C'est un gars qui est clutch. C'est un gars vraiment clutch, j'avoue. C'est le gars qui va arriver. Tu sais ce que Harper va faire. Tu sais ce que Schwarber va faire. Ils n'ont pas le choix de lancer. Mais lui, là, Castellanos, là, il arrive quoi? S'il frappe pas de circuits, ça n'attendait. Ouais, il va y avoir beaucoup d'opportunités, ça c'est sûr, parce qu'il veut pas, en tant que lanceur, en tant que coach, il ne veut pas faire battre par les superstars. Tu vas lancer aux joueurs que tu penses que tu as un petit peu plus de chance de battre, mais veut pas. Les opportunités, c'est la même chose comme. On va avoir un autre Carlos. Comment ça s'appelle, non? Carlos. Les gars, les boys. Houston. Carlos. Beltran? Beltran. Ah ouais, on va avoir un autre Beltran. Comme ça, qui va se passer avec un. C'est ça qui va arriver. Parce que tes joueurs clés, Eric, tu es un lanceur, tu vas lancer autour des joueurs clés. Fait que les Turner et les Castellanos, c'est eux autres qui vont avoir l'opportunité de te faire gagner. Oui, les Brad Marsh de ce monde aussi. Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord. Mais je te pose une question. Pourquoi que. Parce qu'il y a une autre équipe qui me vient en tête, il n'y a personne qui a même passé proche de mentionner les Brewers de tout le podcast. Bon, c'est pas faux. Non, mais sérieusement, on n'a même pas passé proche. Pourtant, je dis, c'est quand même, quand tu regardes l'Allemagne, il n'y a pas une grosse séparation. Il n'y a personne qui a gagné 100 matchs cette saison. Il y en a une couple qui en ont perdu une centaine, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, je reviens, les Brewers, pour moi, c'est l'équivalent de la Ligue nationale de ce qu'on voit du côté de la Ligue américaine avec les Guardians. C'est parce que ces équipes-là ne sont pas sexy. Pourtant, je veux dire, ils sont là, on ne peut pas les ignorer, là. Non, c'est sûr que c'est moins le fun à regarder. Tu connais moins les gros joueurs, mais c'est comme tu disais, c'est ces équipes-là qui sont dangereuses. Ces équipes que tu t'entends pas rien, qui arrivent là, tu es là, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, les Dodgers, ils s'attendent de gagner. Ils pensent qu'ils vont gagner. Il y a pas tout le monde s'attend que les Dodgers et les Phillies vont gagner, les Yankees aussi. Mais tu as une équipe comme Milwaukee qui arrive là, qui fait toutes les petites choses. Ils n'ont pas d'ego. Ils arrivent là, ils jouent en équipe. C'est ça la grosse différence. C'est ça qui est le fun des playoffs. C'est des petits détails qui font les gros changements. Quand tu es capable de bonner un gars, quand tu es capable de bonner un but quand tu en as besoin, quand tu es capable de changer un joueur avec un autre backup plan qui est facile, tu n'as pas juste. Tu sais, veux pas que ça va pas bien avec Aaron Judge, ils ne mettront pas un autre joueur, là, mais ça va pas bien avec leur 4e, 5e, 6e travail, ils vont être capables de changer ça. Ça donne beaucoup de flexibilité au coach, au manager. Je pensais que Roger allait rajouter quelque chose là-dessus. Mais écoutez, les prédictions sont faites pour l'instant. On parle de la dernière fois. Les Brewers, Max. Ouais. Moi, les Brewers, s'ils perdent le premier match, je ne les vois pas revenir. Oh, à ce point-là, hein? S'ils gagnent le premier match, ils vont être dangereux. Mais
on écoutait Eric parler de cette équipe-là. Ils ont parce qui va transporter l'équipe. Et quand tu t'en vas dans les séries, il faut que tes joueurs vedettes transportent l'équipe. Et les joueurs de soutien te font gagner. Moi, je t'emmène là, mais toi, fais le jeu que personne ne s'attend que tu vas faire. C'est toi qui vas donner le surplus. Mais qui va être le joueur surplus? Ils n'ont pas de super vedette, mais c'est tous des joueurs au même niveau. Tandis que les Dodgers, je regarde les Dodgers, Ohtani, Betts, le receveur et Freeman, ça veut dire quoi? 4 bons frappeurs. Mais moi, je pense que les Dodgers, le joueur clé, ça va être de 5 à 9. Qui va donner plus que tu ne t'attends pas? Ouais, les Payets vont me donner. Puis les Gavin Lux. Mais de 5 à 9, qui va m'en donner plus? C'est comme ça que tu vas gagner. Le 5 à 9, c'est ton joueur clé. Je sais pas si je dis Gavin Lux. J'adore Gavin Lux. Ça peut être lui. Je sais pas pourquoi. Non, mais ça peut être lui. Comprends-tu? Ouais. Parce qu'il n'est pas supposé de le faire. Si Gavin Lux arrive avec une série de championnat, il en met 4 l'autre bord. Wow! C'est des opportunités. Il va y avoir beaucoup d'opportunités, c'est sûr, parce que pas comme il va y avoir toutes les chances au monde. Par les gars qui font 45 millions par année non plus. C'est une raison pourquoi ils font 45 millions et tu essaies de les affronter le moins souvent possible. Est-ce qu'Ohtani va oser voler tant de buts? À 2 à 1, quand tu es 12 matchs en avant, tu voles. À 2 à 1, deuxième match de Série mondiale, est-ce que tu voles? J'adore ça. Non, c'est ça, c'est ça qui est le fun. C'est ça, exactement. C'est là que tu vois les bons managers. C'est là que tu vois les bonnes équipes qui sont faites pour les playoffs, sont faites. Les petits détails, là, tu sais, les devils in the details, c'est ça au baseball, c'est ça. Tu as besoin de lancer, tu as besoin de courir, tu as besoin d'être capable de défensivement. Le reste, les joueurs vedettes vont faire leur job, t'espères. Mais s'ils ne font pas leur job, c'est le support cast, les gars comme 5, 6, 7, 8, 9 qui frappent, qui vont faire le plus gros dommage. Le plus gros damage, pas de dommage. Hein. Ouais. Le plus gros. On avait compris. Mais on va certainement en avoir, évidemment, parce que la semaine prochaine, lundi prochain, c'est notre dernier podcast de la saison qui a passé encore une fois trop vite. Et avant qu'on se quitte, un petit dernier segment aussi. On va aller du côté du stade Canac à Québec. Quelle année! Quelle année! Je pense que tous les joueurs dans cette équipe-là ont eu leur tour de moment de gloire. Et on le répète, mais en même temps, on ne peut pas cette année le répéter. Je veux dire, tu sais, quand on parle d'une tradition, d'une institution, d'une culture, comme Eric a dit souvent, du côté des capitales, vraiment avec des séries qui sont dignes d'un film de Hollywood, honnêtement, ça n'aurait pas pu mieux écrire. Quand tu frappes un circuit qui met fin, qui te donne le championnat, toi, tu peux flotter là-dessus pendant tout un hiver. Il y a tellement de belles histoires. La parade à Québec, c'est quand, ça? Hey, moi, je suis en show cette semaine à Québec. J'espère que ça va être pendant que je suis là parce que je trouve ça bien le fun d'y aller. Puis je pense qu'on ne parle pas aussi. Michel en a parlé, on l'a effleuré plusieurs fois, mais l'impact que ça a sur la ville. Puis j'aimerais ça que les gens aussi, la fièvre du baseball à Québec, j'espère qu'elle va se répandre encore plus. Le baseball est plus en santé qu'on le pense dans toute la province. On en a parlé, puis on n'arrêtera pas d'en parler, puis on va allumer le feu. Ça, c'est clair. Mais je pense que l'exemple de Québec, j'aimerais tellement ça voir ça à Trois-Rivières, puis ici à Montréal, puis un peu partout, puis au Lac-Saint-Jean, puis etc. Mais là, on sait que là, une fois que la saison est terminée, l'hiver s'en vient peut-être dans un mois et demi. Le dôme va être gonflé, les gens vont être capables de s'entraîner à l'année longue, on va avoir accès à des joueurs qui habitent à Québec, eux autres aussi à l'année longue, parce que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui tombent en amour avec la ville et avec raison qui décident de s'installer là. Et, comme je l'ai dit, l'impact qu'il peut avoir sur les jeunes du baseball mineur à Québec, autant les jeunes hommes que les jeunes filles, c'est hallucinant. Moi, j'ai un neveu qui a participé, de voir ces enfants-là courir partout, puis de voir l'implication. Michel Laplante, là. Michel Laplante devrait travailler. J'espère qu'il ne travaillera pas dans une équipe majeure, mais c'est un gars comme ça qui était capable d'inculquer une culture. Ça fait longtemps, là. Il travaille là-dessus. C'est pas le jour au lendemain qu'on va parler, mais capable de faire ça par rapport, on parlait de la ville encore, les fans, des choses comme ça. Les ressources qu'il y a, c'est quasiment rien, là. Puis qu'est-ce qu'il est capable de faire avec. Ça fait 25 ans de ça qu'ils font un travail là-dessus. Puis les joueurs vont aller jouer à Québec. La ville est incroyable. Puis l'impact, comme tu disais, l'impact de baseball, pas juste sur les capitales là, sur le terrain, on parle vraiment des jeunes, faire grandir le sport, faire rêver les jeunes. Puis c'est important, c'est une grosse impact que les capitales ont à Québec. Comme tu disais, j'aimerais c'est ça qu'on parle à Toronto, on parle des Vladimir Guerrero, on parle à Oakland qui n'ont pas de culture, des choses comme ça. C'est exactement qu'est-ce que Michel était capable, pas juste Michel, mais toute la gang à Québec sont capables de faire, de vraiment donner un sentiment d'appartenance à ton équipe, d'avoir des joueurs qui sont là, que ça fait longtemps qu'ils sont là. On parlait des vétérans qui sont là, comme un gars comme Carl Gélina. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils parlent avec les fans à Québec, des choses comme ça. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est les Yankees.
C'est les Yankees du baseball indépendant. C'est le fun à voir parce qu'ils le méritent. Ça fait longtemps que tout le monde travaille là-bas à Québec. C'est une belle ville, c'est une belle organisation. Puis les jeunes au Québec, on a besoin. Puis j'espère, comme tu disais, qu'à Trois-Rivières, mais c'est pas à Montréal, c'est le fun. Trois-Rivières, Ottawa, copie un peu ce qu'ils ont fait. D'avoir des joueurs locaux, d'avoir des personnes qui restent là longtemps, des coachs locaux, du monde qui comprennent c'est quoi le baseball indépendant. C'est ça le plus important. C'est pas juste... c'est bien beau de faire de l'argent des majeurs, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur un terrain de baseball que les jeunes peuvent rêver. Les jeunes qui arrivent là, qui ont 7, 8, 9, 10 ans, qui ont un autographe d'Eddie Antigua, de Carl Gilina ou de Pat Scalabrini ou de Michel Laplante, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Fait que c'est ça un peu notre rôle à nous autres, les joueurs qui ont joué ou par rapport à les capitales, d'avoir une belle expérience, je pense. C'est ça qu'ils ont fait à Québec, de gagner à chaque année de même. Puis être capable de répéter, parce que c'est pas comme l'argent dépensé à chaque année. Il faut qu'ils aillent chercher des joueurs à chaque année. Ça bouge énormément. C'est pas facile de trouver des joueurs qui sont capables de faire ça. C'est testament à Scalabrini, à Michel, à toute la gang là-bas. Oui, on parle de Michel, mais Michel est très bien entouré. Puis là, je pense qu'il y a quand même des rumeurs aussi que cette ligue-là va être en expansion. Je pense qu'il parle entre 2 et 4 nouvelles équipes. Là, c'est des rumeurs, évidemment, pour la prochaine saison. On en a mentionné souvent, évidemment, il y a moins de clubs écoles affiliés au baseball majeur, fait que les ligues indépendantes, ça va pousser à gauche et à droite. Mais moi, j'aimerais ça qu'on finisse là-dessus, puis j'aimerais ça poser la question à Roger. On connaît bien Michel, puis peut-être, surtout toi, Eric, puis toi, Roger, tu es dans les secrets des corridors partout. Pensez-vous que le téléphone a sonné et qu'il est juste bien à Québec, ou sinon, j'inverse la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore appelé Michel Laplante quand tu es au baseball majeur? Parce que je veux dire, on a quand même un Québécois qui a ouvert la porte à Atlanta. Moi, je veux dire, là, si je regarde au baseball majeur, je ne pense pas que Michel serait très intéressé d'y aller. Le gars qui est capable de le faire, présentement, c'est Charles Demers. Charles Demers, il est dans la nouvelle génération. Il est dans la génération de nomme-les, il est là. Mais Charles, lui, dans son cas, lui, il a une famille, puis il a un emploi. Il est-tu prêt à travailler dans des mineurs quelque part pour si peu d'argent? C'est un autre monde, le baseball mineur. Autant administratif que professionnel. Mais il ne pourrait pas monter déjà sur un titre d'assistant, quelque chose au niveau exactement. Moi, c'est ça que je pense. Moi, je pense que Michel devrait être assistant, ou Michel ou M. Demers, assistant, genre à Toronto, ou dans... Tu sais, tu as besoin de ça. Tu as besoin du monde qui comprenne c'est quoi bâtir quelque chose, de partir à zéro, là, vraiment à partir de rien. Puis, ils ont fait une dynastie. Là. Les Capitals, c'est une dynastie. On peut pas. Il n'y a pas personne, même tu dis, même si ça serait dans le midget 3, il n'y a pas personne qui va gagner autant que ça. C'est quand même vraiment du bon niveau. Là. On parle de gagner, c'est pas facile au baseball. Là. C'est difficile, puis on est capable de faire ça. Ça fait 25 ans qu'ils gagnent. Puis pas juste ça, moi je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé beaucoup. Puis si jamais on a la chance de peut-être mettre ça, on verra si Michel est disponible la semaine prochaine, on en parlera entre nous autres. Mais c'est bien beau le Québec puis une équipe attirante, mais je veux dire, ça prend quand même des dépisteurs, ça prend pour quelqu'un qui a le flair d'aller chercher ces joueurs-là puis choisir les bons. T'sais. Oui, je pense que l'avantage de Québec, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui vont dire oui justement au capital que dans les autres équipes à cause du succès, à cause de la ville, mais il faut quand même que tu aies le flair pour aller chercher les bons joueurs. Hey, messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Je le répète, la semaine prochaine, c'est le dernier dans 7 jours. C'est pas loin une semaine, mais à ce temps-ci de l'année, il risque de se passer énormément de choses. On n'a pas parlé parce qu'on là, évidemment, on a déjà commencé à éclairer certains gérants du côté des Reds, du côté des Marlins de la Floride avec Skip Schumacher, qui lui... Je pense que quand les Marlins te foutent à la porte, t'es juste de bonne humeur, je pense. Non, je ne suis pas d'accord. T'es de bonne humeur si tu trouves un autre emploi. Ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça doit être tellement l'enfer. C'est de construire une culture dans cette ville-là, dans ce club-là qui... Anyway, pour moi, c'est juste une grosse équipe de 3 depuis 15 ans, mais bon, on en reparlera. Hey, messieurs, on se reparle la semaine prochaine, et on verra ce qu'on sera rendu dans nos prédictions. All right. Salut, boys. Ciao tout le monde. Salut. Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les lits, c'est terminé. Qui monte sa petite gagné avec ta barbichette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire